Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre aussi nombreux pour ce nouveau webinaire. On espère que vous vous portez bien, que vous êtes confortablement assis, que le son fonctionne bien et que vous pouvez nous voir. Donc Antonio est depuis les studios Punto Photo, c'est juste? Non, Punto Studio Photo. Voilà, en direct du Portugal et moi je suis à Paris aujourd'hui. On vous a préparé un petit programme assez sympa. On va vous expliquer le déroulement et puis ensuite la présentation va être lancée. On est encore en train d'accueillir beaucoup de gens qui rentrent là dans la plateforme, hein, donc on va patienter un tout petit peu. 235, 236, ça monte. Ouais, vous étiez plus de 850 à vous être inscrits, donc je pense que bon, c'est normal, hein. Il est 18 heures, il y a des gens qui rentrent du travail, d'autres qui en profitent pour finir le petit truc qu'ils ont à livrer, et puis ils sont avec nous. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Format similaire, mais une petite différence quand même. Il y aura dans un premier temps la présentation d'Antonio. Ensuite, je vous parlerai des offres spéciales qui sont disponibles avec nos deux partenaires pour ce webinaire, les sociétés Profot pour tous les Profot de France, donc ça peut être en ligne, mais aussi si vous connaissez leur boutique. Et puis la société Graphique Réseau qui travaille essentiellement en ligne, mais qui a aussi un magnifique showroom. Donc les deux sociétés ont la possibilité de vous proposer une offre spéciale dont on parlera après la présentation d'Antonio. Suite aux offres spéciales, eh bien, on parlera de vos questions, en fait, hein, c'est vous qui allez poser les questions, et ce sera la session questions-réponses d'Antonio. Donc ça, c'est le format classique. Et puis, Antonio vous a préparé un petit bonus dont il va vous parler. Donc, regardez attentivement la présentation qu'il va faire, et il va vous dire pourquoi. À moi, c'est moi qui dois parler là, ça y est? Ben oui. Attends. Alors, cette présentation, donc je vous ai préparé une petite vidéo bien sympa. Et l'idée pour la mise en situation de la charte Color Shaker, c'est quand même il n'y a pas qu'à charte Color Shaker, il y a l'utilisation de l'application, mais aussi en même temps de la placer dans un vrai flux de production d'images. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une partie de mon studio, enfin de notre studio, celui avec Maria, ma femme. Et donc, on a créé un espace. Et alors, je suis surtout connu pour être un photographe de paysage. Donc, vous voyez, ma base de travail, c'est comme la photographie de voyage, reportage. C'est aussi des voyages perso pour mon activité d'auteur photographe, car en même temps, vous le savez, j'expose en galerie, j'ai édité mon premier livre, là je travaille sur le deuxième. Donc il faut que j'aille sur le terrain chercher des images pour mon travail d'auteur et mon travail de reporter. Mais quand je suis à la maison, en parallèle bien sûr de mon activité de formateur, puisque vous le savez, je forme certains d'entre vous à travers mon site de formateur. Et, et donc avec ma femme est aussi photographe et elle, sa spécialité, c'est la photographie nature morte. Alors ça peut être du culinaire, ça peut être du packaging, cosmétique, etc. Et l'idée, c'est de vraiment vous démontrer, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, qu'avec pas grand-chose, c'est vraiment le terme, c'est avec pas grand-chose, avec juste un boîtier, une optique, on peut faire de très très belles choses. Vous découvrirez du travail donc qu'on réalise en duo avec ma femme, et vous verrez un peu comment on fonctionne tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Là, ce qu'on va découvrir en vidéo pendant 30 minutes, c'est comment on s'organise, comment on positionne notre sujet, puisque on est amené à travailler pour des clients qui nous proposent de travailler sur des sujets assez précis. Et donc, l'idée, c'est de mettre en situation un sujet. Donc là, on va prendre le sujet pommes et poires, et avec cet esprit locavore. Après, vous comprendrez pourquoi dans la vidéo. Et surtout, vous allez surtout comprendre que même chez vous, avec juste de la lumière naturelle, vous voyez ici, sur ma droite, c'est ça, donc la gauche ici, c'est notre puits de lumière. On a un puits de lumière, c'est une baie vitrée avec de la lumière naturelle qui vient baigner nos sujets. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en lumière naturelle, c'est un peu la signature de Maria. On a bien sûr de l'équipement artificiel en lumière, à lumière de studio, mais on aime bien cette lumière naturelle car elle est très facile à gérer, vous allez comprendre pourquoi. Et après, vous découvrirez la mise en situation donc de la charte Color Shaker dans les situations optimum, lumière naturelle, mais aussi dans les situations un peu plus complexes
avec volontairement de la lumière artificielle chaude et froide, et vous verrez que grâce à cette color shaker, on arrive malgré tout, en prenant deux extrêmes, on a volontairement pris deux extrêmes, puisque dans une réalité de production d'images professionnelle, ça n'existe pas, mais malgré ça, en prenant deux extrêmes, on arrive quand même à faire en sorte que ces deux images peuvent cohabiter ensemble et on arrive à les rapprocher grâce à un travail via la color shaker. Donc voilà tout cet ensemble. Ensuite, pour aller un peu On, plus loin, on va peut-être lancer la présentation. Ce que je si tu voulais, veux. moi, c'est surtout que tu expliques que, en plus de la présentation, si les personnes qui participent sont attentifs, eh bien, vous aurez l'occasion de reproduire les exercices à C'est ça, partir c'est de ce que j'allais photos qu'Antonio vous envoie. Et on vous donne aussi le lien vers le logiciel que vous pourrez C'est-à-dire que télécharger voilà, gratuitement. vous pourrez télécharger les visuels que j'utilise comme exemple vous-même avec l'application qui va avec et faire vos propres simulations et surtout comprendre que c'est quand même relativement simple quand on a bien compris le fonctionnement de base du logiciel et de la charge Color Shaker. Alors, j'y vais, je vais Tu lances la lancer vidéo, c'est ça? absolument, absolument. À tout de suite alors, dans 30 minutes. Tu es toujours à l'écran, en plus de la vidéo. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre studio de prise de vue. Alors à travers cette vidéo, Maria et moi aimerions partager avec vous notre quotidien de photographe de studio et surtout découvrir l'envers du décor. Pour ma part, vous me connaissez, en tout cas certains d'entre vous, comme photographe donc de paysage, que ce soit paysage naturel, architecture. Je suis aussi reporter terrain, auteur photographe et bien sûr formateur photo. Nous avons la chance, Maria et moi, de posséder notre propre studio de prise de vue et nous travaillons régulièrement à l'édition d'images de composition nature morte, comme les images qui défilent actuellement à l'écran, que ce soit sur le thème food, cosmétique, etc. Cette activité est l'activité principale de Maria, mais c'est vrai que nous aimons, quand ça nous est possible, donc travailler tous les deux avec, à chaque fois, des tâches bien réparties. Alors pour ma part, je m'occupe plutôt de la partie technique et Maria s'occupe de l'essentiel quand on travaille en photographie nature morte, c'est le choix du stylisme, donc choix des produits de qualité toujours bien sûr dans le thème de la composition et la partie la plus importante, l'essentiel, celle qui va donc permettre de proposer un beau travail en nature morte, c'est la mise en place des sujets, donc des produits à photographier dans un environnement, dans une composition. Alors on va découvrir tout ça au niveau de la vidéo, mais c'est vraiment très important. Et cette partie est une partie que je confie très volontairement à Maria, car je n'ai pas cette patience, elle a en tout cas la patience qu'elle a, de poser les produits, de les mettre en situation avec de la décoration, travailler sur les plans, etc., recherche de lumière. C'est vrai que elle est beaucoup plus sensible à ce genre d'approche photographique que moi, qui je suis plutôt quelqu'un de terrain. Alors si on devait définir en quelques lignes l'identité photographique de nos natures mortes, enfin je dirais plutôt les natures mortes de Maria, ce serait choix des produits de qualité, quand cela nous est possible dans un esprit locavore, rechercher les produits les plus proches de chez nous, recherche systématique d'harmonie au niveau des couleurs, donc car c'est très important, mais principalement ce qui identifie ce travail photographique, c'est le choix volontaire et assumé de travailler sur des lumières naturelles sans utiliser donc de lumière artificielle de studio. Toutes les compositions qui défilent à l'écran ont toutes été réalisées en lumière naturelle avec une recherche systématique au niveau de la qualité des lumières, donc l'orientation des lumières par rapport au sujet, que ce soit une lumière rasante de droite, de gauche, contre-jour, lumière chaude, lumière froide. Tout ce travail se fait bien sûr directement à la prise de vue avec toujours ce souci de qualité de lumière pour valoriser, bien sûr, c'est très important, au mieux le sujet. Alors pourquoi avons-nous décidé, Maria et moi, de travailler en lumière naturelle? Alors attention, il y a des avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Mais pour nous, c'est un choix car on considère la lumière naturelle comme la plus belle lumière car elle est naturelle. Et en plus, quand on travaille en situation de lumière naturelle, il est beaucoup plus facile de gérer la qualité des rendus au niveau des couleurs, même si on utilise malgré tout une charte de couleurs. Mais si on regarde globalement les images, on a quand même cette sensation de belle lumière très très douce. Les ombres sont douces, c'est-à-dire que les ombres soulignent les éléments,
donc qui permet donc de faciliter la lecture. La lecture de l'image est confortable. Chaque produit est identifié par sa lumière mais par son ombre. Malgré tout, on a une vraie douceur. On n'a pas d'ombre très marquée. Alors bien sûr, des fois, on a besoin d'avoir des ombres marquées. Ça dépend encore une fois du choix de la charte stylistique ou du graphisme désiré par le client. Mais globalement, on aime bien travailler sur des lumières très très douces qui apportent, qui donnent ce confort de lecture de l'image qui est très intéressant. Et en plus, on le sait d'expérience, qu'obtenir ce genre de rendu, encore une fois, avec cette lumière tout en douceur, très enveloppante, sans excès, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça demande un petit peu plus de travail quand on va utiliser notre matériel d'éclairage artificiel, donc notre matériel de studio. Par contre, si je fais la comparaison entre de la lumière naturelle et de la lumière artificielle de studio, elle a quand même un très gros désavantage. En lumière naturelle, je ne suis pas sûr d'avoir la même qualité de lumière tout au long de la journée. En studio, c'est pas le cas. Si j'utilise de la lumière artificielle, je vais pouvoir faire mes réglages le lundi, que ce soit au niveau de l'intensité lumineuse, que ce soit au niveau de sa température de lumière, et ces paramètres, je sais que je vais pouvoir en profiter toute la semaine sans aucune variation. En lumière naturelle, c'est pas le cas. Imaginons par exemple que je travaille sur un projet personnel ou même un projet professionnel. Je commence avec Maria notre première session de prise de vue le matin pour envoyer quelques clichés à l'autre client. On lui envoie les premiers clichés avec une situation de lumière bien précise, celle du moment. Que le client prenne son temps, c'est-à-dire qu'il va nous répondre au bout de 3 heures en disant voilà, c'est bien, j'aime beaucoup la composition, j'aime beaucoup la qualité de la lumière, j'aime beaucoup le rendu. Par contre, j'aimerais bien déplacer un peu quelques fruits à droite ou à gauche pour ajuster la composition. Donc, on va donc ajuster notre composition et on va donc refaire une séance, enfin une session de prise de vue, adaptée donc aux modifications du client. Mais entre-temps, cette lumière a forcément évolué. C'est-à-dire qu'entre le matin et le fin de matinée, on n'a pas forcément la même intensité lumineuse, on n'aura pas forcément aussi la même température de lumière. Donc le seul moyen que l'on a de garantir une cohérence, une cohésion entre la qualité de la lumière, l'intensité de cette lumière et aussi sa température, c'est d'utiliser une charte de couleur. C'est le seul moyen qu'on a donc à disposition pour être sûr que toute une session de prise de vue qui est réalisée du matin au soir, on est assez facilement, qu'on trouve comment dire assez facilement une cohérence, que ce soit au niveau de la qualité de la lumière, de sa température et aussi bien sûr au niveau des rendus couleurs. C'est donc ce qu'on va découvrir ensemble au niveau de la pratique. Par contre, pour finir sur ce sujet, la lumière naturelle a quand même un très très gros avantage, c'est qu'elle est totalement gratuite. Il n'y a pas besoin de gros investissements, à part peut-être quelques réflecteurs ou quelques diffuseurs pour pouvoir donc la contrôler un petit peu plus. Et c'est vrai que là-dessus, financièrement, c'est vraiment très très intéressant. Alors pour la partie matérielle de prise de vue, qui est un poste bien sûr qui nous a demandé un gros investissement, on utilise un boîtier principal, le 5D Mark IV de la marque Canon. Ensuite, nous avons un parc d'optiques, mais disons que principalement, nous utilisons 3 optiques en fonction des sujets et des compositions. Nous avons une optique principale très utilisée, c'est une optique macro, 100 mm, focale fixe, qui ouvre à 2.8. Ensuite, on a une focale fixe à 50 mm qui ouvre à f1.4. Et une troisième optique un peu moins utilisée, mais qu'on utilise quand même pas mal de fois, c'est une optique 24-105 qui ouvre à f4. Alors toutes ces optiques sont bien sûr de la marque Canon. Nous possédons aussi une rotule micrométrique qui permet, grâce justement à la micrométrie, de pouvoir aller chercher des cadrages très précis. Alors en toute franchise avec vous, ce genre de matériel coûte relativement cher, mais on peut bien sûr déjà obtenir de très beaux résultats avec des rotules traditionnelles. Et nous possédons bien sûr une charte de couleurs, le modèle Color Shaker Passport Photo 2, qui va nous permettre donc d'ajuster précisément les couleurs de nos prises de vue. Alors si cette vidéo vous donne envie de travailler sur ce genre de composition nature morte et que vous deviez investir dans une optique, je vous conseille fortement de commencer par une toute petite optique comme celle que nous utilisons souvent, l'optique 50 mm focale fixe qui ouvre à 1.4. Alors c'est une optique qui coûte moins de 300 €. Alors ce petit caillou, à ce prix qui est très abordable, a un rendu piqué exceptionnel et franchement, avec ça, on peut déjà réaliser de très très belles choses. Maintenant, on va découvrir ensemble notre espace de travail, donc notre espace dédié à notre activité de photographe, notre studio de prise de vue. Et dans la présentation, nous avons annoncé que nous avions décidé de travailler en lumière naturelle, bien sûr quand cela nous est possible. Nous avons comme source lumineuse une baie vitrée, une grande baie vitrée qui est orientée plein est. Ça veut dire qu'en fonction
de la qualité de lumière recherchée, on peut profiter soit d'une lumière directe du matin, puisque tôt le matin, la lumière tape directement à l'intérieur du studio, donc en lumière rasante, c'est une lumière quand même très intense. Mais si on décide de travailler sur une lumière beaucoup plus douce, on attend tout simplement que le soleil bascule donc vers le sud et on se retrouve avec beaucoup de luminosité mais sans aucune lumière directe. Ça permet donc encore une fois de choisir entre une lumière directe très marquante qui va donc provoquer des ombres un peu plus marquées comme on peut le voir sur cette composition, mais on peut aussi décider de travailler sur une lumière beaucoup plus douce, tout aussi lumineuse, mais beaucoup plus douce pour trouver des ambiances un peu plus soft, on va dire, avec des ombres un peu plus douces. L'avantage d'utiliser de la lumière naturelle, utiliser cette baie vitrée parfaitement orientée plein est, va nous permettre, en fonction de l'heure de prise de vue, de choisir la qualité de lumière. Si on a besoin, par exemple, d'essayer de la contrôler, de l'orienter, on peut bien sûr utiliser un grand diffuseur. On en a un très très grand, on a quelques réflecteurs, donc soit doré ou argenté pour réchauffer ou refroidir la lumière, mais on le sait parfaitement quand on travaille en lumière naturelle, malgré que la baie vitrée est parfaitement orientée, on sera forcément lié donc aux conditions climatiques. Donc voilà pour la découverte de l'envers du décor. Maria et moi, on avait vraiment envie de partager avec vous notre espace de travail, notre studio, notre mode de fonctionnement, avec des choix, comme vous l'avez découvert, de travailler en lumière naturelle quand cela est possible. Alors bien sûr, nous possédons aussi du matériel lumière de studio. Et maintenant, on va vous proposer de passer directement à la mise en application, donc directement sur un exercice de prise de vue, sur le thème pommes et poires, de découvrir comment nous fonctionnons et surtout comment on va appliquer la charte Color Shaker. Quand on travaille sur une composition nature morte, on a toujours un sujet principal. Pour cette vidéo, nous avons décidé de travailler sur des fruits pommes et poires que nous avons sélectionnés dans un esprit locavore. Alors les fruits viennent du petit commerce de notre village de montagne et ce sont des fruits qui sont produits tout près de chez nous dans la région d'Alcobasse, donc à peine à 2 heures de route de la maison. Alors notre région est très riche en production puisque nous avons aussi accès à des produits comme des noix, des noisettes, des amandes, sans parler bien sûr des oranges très réputés de la région d'Algarve. Alors quand nous avons sélectionné les fruits, pommes et poires, nous avons volontairement choisi des fruits imparfaits pour accentuer le côté production locale, production bio. Nous avons choisi des noix, des noisettes, nous avons aussi ramassé quelques glands de chêne et quelques branches mortes avec un peu de mousse dans les forêts tout autour de nous. Et nous avons sélectionné quelques végétaux séchés pour encore la décoration, la mise en place de la scène. Après avoir sélectionné les éléments de décoration, les sujets, pommes et poires, on doit construire notre scène. Alors je précise bien notre scène car il faut se positionner un peu comme si on était un metteur en scène qui doit donc travailler sur une pièce de théâtre. Avant de mettre en place les acteurs, pommes et poires, on doit très logiquement construire la scène, la décoration. Quand on compose sur ce genre de nature morte, on doit garder une certaine logique au niveau de la composition et au niveau de la mise en place des éléments. Un peu comme une photo de classe, on met les petits devant, les grands derrière. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé, Maria et moi, par mettre en place les éléments les plus volumineux, les branches, avec de la mousse, etc., comme on peut le voir sur la photo. Et ensuite, on a construit notre scène, donc du fond, donc les branches, vers l'avant, en mettant les éléments de plus en plus petits. Tout ça, bien sûr, pour construire notre scène de théâtre, notre décoration, avant de placer les acteurs, encore une fois, les pommes et poires. Ensuite, comme on peut le voir sur la vidéo, la mise en place des acteurs, pommes et poires, se fait avec une vraie logique de prise de lumière. Les fruits réagissent différemment à la lumière en fonction de l'orientation. On va aussi sélectionner les parties peut-être un peu plus abîmées avec des petits coups, des imperfections qui vont donner un côté authentique à la composition. Alors cette partie qui demande quand même pas mal de temps, je la laisse volontairement à Maria qui a la patience que moi je n'ai pas. Il faut positionner les fruits, les orienter, voir si l'harmonie entre eux fonctionne très bien au niveau des choix de couleurs, les pommes, les poires, etc. Ça prend du temps. Et là-dessus, non seulement j'aime la patience de Maria sur cette partie-là, et j'aime aussi sa sensibilité car cette sensibilité est très intéressante pour la composition et elle enrichit vraiment la composition. Donc voilà, la scène a été construite, les acteurs sont en place, on peut maintenant passer à la prise de vue. Alors pour la partie prise de vue et application de la charte Color Shaker concrètement, donc dans une session de prise de vue, on a décidé de vous proposer 3 situations de prise de vue, 3 lumières différentes. Une première lumière donc totalement naturelle, beaucoup plus simple à gérer. Malgré tout, on va très vite comprendre que la Color Shaker nous permet d'être un peu plus précis, donc de repousser un petit peu plus loin la recherche de fidélité des couleurs.
Et ensuite, on a décidé de vous proposer deux autres prises de vue en situation de lumière un peu plus compliquée, donc la lumière artificielle de studio, avec volontairement donc une lumière chaude et une lumière froide. On a donc réalisé trois prises de vue en utilisant la charte Color Shaker, et maintenant, on va découvrir ensemble, via Lightroom, comment gérer ces prises de vue, donc les prises de vue références avec la charte Color Shaker, et ensuite l'édition d'un profil de calibrage, et ensuite l'application sur nos sessions de prise de vue. On a donc réalisé tout au long de la journée plusieurs sessions de prise de vue. On a importé nos négatifs numériques sous Lightroom. On est sur une version Lightroom 2022, dernière mise à jour. Mais globalement, les procédés qu'on va découvrir ensemble sont bien sûr applicables aux versions précédentes. On a commencé par une session en lumière naturelle, celle-ci. On a donc le shoot référence avec la charte Color Shaker qu'on va utiliser pour éditer notre profil de calibrage. Et ensuite, on a 4 prises de vue. Alors, je vais vous expliquer ensuite pourquoi on en a pris 4. Donc, la nuit venue, on a réalisé cette fois-ci en lumière artificielle, lumière de studio, une première prise de vue en lumière volontairement refroidie, et ensuite on a une seconde prise de vue, cette fois-ci en lumière réchauffée, pour vraiment comprendre qu'en utilisant la charte Color Shaker, même si on est sur des écarts de lumière quand même assez conséquents, on le voit entre la lumière froide et la lumière chaude, on va pouvoir quand même ajuster ça assez précisément. Donc on va commencer par la session en lumière naturelle, qui est celle-ci. Alors pourquoi j'en ai réalisé 4? Pour on va dire plutôt pour partager avec vous aussi un paramètre qui est très important quand on fait de la nature morte, c'est le travail sur la profondeur de champ. On a donc réalisé une première image à f5.6, on a l'info sur le cartouche en haut à droite. Ensuite, on a réalisé une prise de vue à f8, f11 et f16. Alors ça c'est important puisque en fonction du résultat recherché, on va aussi pouvoir travailler sur la profondeur de champ. Si on prend le F16 qui est ici, alors la mise au point a été faite sur cette pomme, exactement là. Et donc à F16, si on parcourt l'image, la pomme qui est juste devant est relativement nette. Et quand on remonte, on sent qu'il y a une petite perte de netteté vers le fond de l'image, mais globalement, l'image est parfaitement équilibrée au niveau du choix de profondeur de champ. Si on prend l'extrême, donc une ouverture à 5.6, on zoome sur la pomme, on voit bien. Donc la pomme référence qui est celle-ci, là où j'ai fait le focus, on voit bien que la pomme qui est juste devant, comparée donc à l'autre, voilà. Donc le F16, les deux pommes sont quasiment nettes. Si on passe sur le F5.6, on voit tout de suite que la première pomme est totalement floue. Et si on remonte, on voit bien tout de suite qu'on part au flou. C'est-à-dire que sur la prise de vue à 5.6, on a un champ de netteté qui est quand même relativement court. Quand vous allez réaliser vos séquences de prise de vue, après avoir mis en place votre nature morte, vous pouvez aussi faire des choix purement techniques au niveau du rendu final de votre image en travaillant sur la profondeur de champ. Donc nous, on veut plutôt une profondeur de champ qui soit un peu restreinte, parce qu'on aime bien travailler sur la profondeur de champ, surtout en nature morte. Et je trouve que F11, c'est pas mal. Si on compare, par exemple, à la présence à F8, vous voyez, F11, F8, on voit vraiment que la pomme décroche relativement rapidement. Celle qui était ici juste devant la pomme référence qui est celle-ci. Donc je pense qu'on va rester sur le F11 qui est relativement équilibré. Et si on remonte, je veux dire, on part un peu au flou, mais ça reste quand même assez lisible. Donc on va prendre comme référence, au niveau en tout cas de la prise de vue qu'on va traiter, c'est celle qui a été réalisée avec une profondeur de champ à F11. On va donc maintenant les sélectionner le shoot référence avec la charte Color Shaker. C'est-à-dire qu'on a tout simplement positionné la charte Color Shaker au niveau de notre composition. Alors petite astuce, si vous travaillez tout seul, vous pouvez utiliser un micro trépied comme je l'ai utilisé pour la stabiliser. Alors pour cette prise de vue référence, il faut tout simplement l'orienter vers la source lumineuse. Comme notre source lumineuse est une source naturelle qui vient de la baie vitrée, on l'a légèrement orientée vers la baie vitrée et on va tout simplement réaliser une prise de vue parfaitement exposée. Donc que ce soit avec la charte Color Shaker ou pas, en tant que photographe, il faut bien exposer. Donc on a tout simplement bien exposé notre charte Color Shaker. On a évité tout simplement d'être cramé au niveau des hautes lumières et on a mis en lumière, enfin en balance des blancs automatique. Donc on a réalisé cette prise de vue qu'on va donc utiliser pour éditer notre profil. Donc dans un premier temps, sur la base de cette prise de vue, sans rien modifier, on ne modifie strictement rien, on va l'exporter au format DNG, on va aller sur Fichier, Exporter au format DNG, on le met sur le bureau, hop, donc l'image a été exportée au format DNG,
la voici, elle est ici. Je vais aller lancer le logiciel, donc Color Shaker Camera Calibration. Le voici, je vais agrandir un peu la fenêtre. Alors moi je vais choisir de travailler avec le format DNG puisque je travaille avec Lightroom. Par contre, si vous travaillez par exemple avec Capture One, vous devrez utiliser la version ICC en l'exportant au formatif. On est sous Lightroom, donc c'est le format DNG. Je prends le visuel référence et je le glisse-dépose directement au milieu de l'application. Le logiciel va tout simplement prendre en compte le fichier référence en DNG et va donc identifier la charte Color Shaker. On le voit, il a parfaitement identifié la charte Color Shaker, il a parfaitement identifié les patchs de couleur référence. Si par exemple il vous arrive dans une situation de prise de vue que les patchs ne soient pas vraiment en place, vous pouvez les déplacer. Vous voyez, vous avez des petites clés des petits points verts sur le côté, vous en chopez un comme ça, et hop, vous pouvez faire en sorte que les mesures avec les pages références soient vraiment au centre des patchs de couleur. Mais vous voyez, c'est quand même, on va dire globalement, ça marche relativement bien. Et quand vous faites votre shoot de référence, disons qu'il faut que la charte représente peut-être 20%, peut-être 25% de votre composition pour que le logiciel la détecte très facilement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire donc manuellement. Je vais pouvoir maintenant créer un profil. Je vais aller tout simplement ici, créer un profil. Donc là, bien sûr, il demande de l'enregistrer. Donc automatiquement, n'oublions pas qu'un profil de calibrage boîtier est lié à un boîtier. C'est-à-dire que le profil que je vais éditer maintenant, c'est un profil qui est valable dans une condition de lumière sur un boîtier bien précis. C'est-à-dire que le profil, je ne peux pas vous le donner, même si vous avez la marque 4, je ne peux pas vous le donner, puisque votre capteur n'est pas forcément le même que le mien. Les capteurs vieillissent avec le temps, c'est-à-dire qu'un capteur qui a 9 ans n'a pas les mêmes capacités à rendre et à restituer la fidélité des couleurs comme un capteur qui est tout neuf. Plus votre capteur est vieux, plus vous aurez des écarts et plus ça sera intéressant d'utiliser une charte Color Shaker. Donc là, on est sur un OS 5D Mark 4 et je vais mettre au bout Lume Nat, je veux dire lumière naturelle tout simplement. Donc le logiciel va aller enregistrer le profil là où il faut, donc dans le bon fichier. Alors moi je suis sur Mac, hein, donc après sur PC c'est à peu près pareil, sur caméra profile, et je fais enregistrer. Là, il a tout simplement donc lancé l'activation, la création du profil. Il va analyser les patchs de couleurs. En gros, il va comparer les rendus couleurs de mon shoot référence par rapport à des références usines pour éditer un profil qui va compenser certaines pertes au niveau de certaines couleurs. Le profil a été créé correctement. Vous devrez peut-être redémarrer les applications utilisant le profil pour pouvoir y accéder. Je fais OK. Je quitte l'application. Et maintenant, j'ai quitté Lightroom. Je relance Lightroom. Hop. Formation. Alors, j'ai plusieurs galeries en fonction de mon activité. Donc là, c'est la galerie qui correspond donc à mon activité de formateur. Donc là, on a le shoot référence. Si maintenant, on va les regarder au niveau des profils, donc réglage de base, ici, couleur, on va aller sur parcourir. Et là, on a le profil qui est ici. Alors, vous avez tous les profils habituels qu'on trouve sur Lightroom. Mais par exemple, moi, j'ai ici donc Canon OS 5D Mark IV, lumière naturelle. Ça fait que je clique dessus pour l'appliquer. Vous voyez, il a bien été appliqué au niveau du profil. Si on regarde avant-après, avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. Si on zoome un peu plus sur les couleurs, donc ça c'est le shoot de base, on a déjà des couleurs qui sont relativement intéressantes, mais si on compare avec l'utilisation de profil de calibrage, regardez, le bleu est beaucoup plus beau. On a le cyan ici primaire qui est beaucoup plus beau. On a les couleurs qui sont un petit peu plus saturées, mais qui restent très très naturelles. Ça veut dire que malgré le fait qu'on travaille en lumière naturelle, on peut se dire, ouais, la lumière naturelle c'est très facile à gérer, oui. Mais si on est encore une fois dans une démarche de fidélité extrême entre le rendu des couleurs et la réalité des produits au niveau de leur teinte naturelle, cette démarche permet d'optimiser, donc en fin de compte d'obtenir des prises de vue avec une architecture gestion de la couleur et gestion de la lumière qui est quand même très parfaite. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Avant, après. Ça fait que maintenant, si je prends le shoot référence qui est le mien, celui donc avec l'ouverture de diaph à F11, je vais faire la même manipulation. Hop, parcourir, et je lui applique le profil en double-cliquant dessus. Canon OS Mark IV, lumière naturelle. Avant, après. Alors si on zoome par exemple sur la pomme, vous voyez, regardez au niveau des tons moyens,
par exemple sur la poire qui est ici. Avant on était un peu chaud, maintenant on est sur une couleur un peu plus naturelle. On a un peu plus de douceur au niveau du contraste, puisque ça joue sur les couleurs, mais comme automatiquement la Chart Color Shaker permet aussi de faire une balance des blancs, on est quand même sur une situation très bien maîtrisée. On a des rendus vraiment impeccables. On a une belle douceur. On est sur une situation de lumière naturelle qui est quand même relativement facile à gérer, mais malgré tout, on le voit quand même, on a une belle douceur ici, c'est-à-dire qu'on a une base de travail qui est vraiment très intéressante, parfaitement maîtrisée. Après, l'idée c'est d'avoir encore une fois un rendu le plus fidèle possible, mais si ensuite vous décidez d'aller vers un rendu un peu plus créatif, pourquoi pas, mais en tout cas vous savez que on démarre notre travail sur une image qui est parfaitement, une prise de vue qui est parfaitement gérée au niveau de la restitution, de la fidélité des couleurs. Pardon. Ensuite, nous avons appliqué à la prise de vue parfaitement calibrée grâce au profil de calibrage. Nous avons appliqué un léger traitement, on a ouvert les ombres et on a baissé légèrement la clarté de l'image pour avoir ce rendu un peu tableau Renaissance qu'on peut admirer dans certains musées. Alors, pour conclure sur ce premier exercice en lumière naturelle, vous l'avez vu, malgré qu'on travaille en lumière naturelle, qui est une lumière quand même relativement facile à gérer, malgré ça, la gestion de cette prise de vue via l'utilisation d'une charte de color shaker nous a permis quand même d'optimiser le rendu, donc nos couleurs, et c'est vrai que non seulement on se retrouve avec une base parfaitement gérée au niveau des rendus de couleurs, mais on sait aussi qu'on gagne beaucoup de temps, car en appliquant cette procédure de contrôle dès la prise de vue, grâce à la charte de couleurs, nous avons la certitude d'avoir des couleurs naturelles et très proches des produits. Alors maintenant, on va monter d'un cran en vous proposant une mise en situation de l'utilisation de la charte Color Shaker, mais cette fois-ci en conditions de lumière non stabilisée. Ça veut dire que concrètement, que ce soit en studio, chez nous ou chez un client, des fois on est amené à travailler une session de prise de vue qui va durer toute la journée. Donc on peut très bien avoir le matin une belle lumière bien lumineuse, chaude, et d'un seul coup dans l'après-midi, le temps change, où le soleil bascule et on se retrouve avec une lumière un peu plus froide, un peu plus éteinte. Et donc, et c'est logique, si on veut avoir une cohérence des différents shoots réalisés toute la journée, avoir une cohérence au niveau des couleurs et aussi du rendu des lumières, il va falloir trouver des solutions pour, donc en fin de compte, trouver une norme qu'on va appliquer à toutes les sessions, qui va être la norme référence, pour rééquilibrer l'ensemble et ensuite, s'il le faut, réajuster les couleurs. Donc pour simuler concrètement ce genre de situation, on a décidé de réaliser deux prises de vue, donc la nuit tombée en studio, avec une première prise de vue avec une lumière volontairement froide, celle-ci, et ensuite une seconde prise de vue avec volontairement une lumière chaude. Donc là, ce sont les prises de vue sorties de capteur, et donc maintenant, on va découvrir, à travers l'application de la charte Color Shaker, qu'il est possible, avec très peu de manipulation, de trouver une cohérence globale entre ces deux prises de vue, faire en sorte qu'ils se rapprochent le plus possible en termes de qualité de lumière et aussi en termes de teinte, et ensuite, s'il le faut, on réajustera bien sûr les couleurs. Alors, on va commencer par la prise de vue en lumière froide, qui est celle-ci. Donc, première prise de vue avec la charte Color Shaker, ensuite on l'a enlevé et on a réalisé donc de suite une deuxième prise de vue. On va commencer par donc neutraliser le profil couleur intégré à cette prise de vue, qui par défaut, si on va sur réglage de base, est sur Adobe Couleur. Donc moi je vais lui appliquer appareil photo fidèle, hop, comme ça on va neutraliser. Vous voyez, il y a déjà une légère différence au niveau des couleurs. D'ailleurs, au passage, peut-être que certains d'entre vous se posent déjà la question, pourquoi sur l'exercice précédent, lumière naturelle, je n'ai pas neutralisé mon fichier négatif numérique. Alors, en toute transparence avec vous, l'exercice précédent, lumière naturelle, on l'exerce dans les conditions optimales en termes de qualité de lumière, donc la lumière naturelle, donc pas forcément besoin de neutraliser le fichier pour éditer le profil de calibrage. Quand vous êtes en situation de lumière un peu plus complexe, lumière artificielle, comme c'est le cas avec une lumière chaude ou lumière froide, je vous conseille pour en gros neutraliser le fichier et être sûr que l'édition du profil soit vraiment optimisée. Et donc maintenant, dans un second temps, je vais réaliser une balance des blancs. Alors, la balance des blancs, je vais utiliser la pastille, celle-ci, qui correspond donc à la même teinte utilisée pour la charte Color Shaker sur le volet, donc balance des blancs personnalisée. On prend le sélecteur de balance des blancs et je vais cliquer dessus. Alors je vérifie que je suis bien actif sur les deux images, donc l'image référence avec la charte et l'image sans la charte. Pour ça, il suffit tout simplement de vérifier qu'on est bien en synchronisation automatique. À partir de là, je vais sélectionner donc le shoot référence avec la charte et je vais, comme tout à l'heure, fichier,
exporter au format DNG. Le voici. Je vais lancer le logiciel Color Shaker Camera Calibration en français, pardon. Hop. Je glisse dépose, comme tout à l'heure, au milieu. Il va donc détecter les patchs de couleur, la partie qui nous intéresse, donc la charte de couleur. Impeccable, tout est en place. Les patchs sont parfaitement sélectionnés. Et je crée un profil. Je vais le nommer donc FR pour lumière froide. Et vous pouvez, si jamais vous avez plusieurs sessions de prise de vue à réaliser donc tout au long de votre semaine, chez un client ou chez vous, vous pouvez mettre par exemple la date de prise de vue de cette session pour vous y retrouver. Parce que là, on a que quelques profils, mais des fois, on peut en avoir plusieurs. Donc moi, comme c'est uniquement dans le cas du webinar, je vais laisser FR tout simplement, puis web. Comme ça, je le sais. Donc FR pour lumière froide et web. Enregistré. C'est parti. L'édition se fait tranquillement. Alors comme tout à l'heure, le profil a été créé correctement, vous devrez peut-être redémarrer l'application, donc mon Lightroom. Je fais OK. Hop, je quitte l'application. Alors je ne vais pas démarrer tout de suite mon Lightroom puisqu'on a un deuxième profil à éditer, celui avec la lumière, cette fois-ci la lumière chaude. Comme tout à l'heure, je sélectionne les deux. Le shoot référence avec la charte et sans la charte. Couleur comme tout à l'heure, appareil photo fidèle. OK. Et là, je fais une balance des blancs. Je prends le patch référence qui est celui-ci, donc le patch numéro 2. Je prends le visuel référence et comme tout à l'heure, fichier exporté. Vous voyez, c'est pas très compliqué. DNG sur le bureau. Le voici. CH, donc lumière chaude. Je lance de nouveau Color Shaker Camera Calibration. Je glisse, dépose ce fichier, cette fois-ci en lumière chaude. Impeccable, ça fonctionne très bien. Créer le profil. Et là, je vais l'appeler CH Show-Web pour webinaire. Voilà, enregistrement. Création du profil. Impeccable, comme tout à l'heure, le profil a été créé correctement. Vous devez redémarrer l'application. Hop, je ferme le fichier, je quitte Camera Raw, je quitte le logiciel de calibrage, et là je vais redémarrer mon Lightroom. Je le relance. Là, très logiquement, comme tout à l'heure, comme l'exercice précédent, le plugin donc qui a été installé directement dans le logiciel Lightroom a mis en liaison donc le logiciel de calibrage avec Lightroom, et donc les profils sont automatiquement reconnus. On les voit ici. Parcours, et vous voyez, ils sont là tous les deux. Donc lumière chaude, CH, FR pour lumière froide. Donc là, dans un premier temps, je vais sélectionner le visuel qui a été réalisé en lumière froide. Et là, je vais lui appliquer le profil, encore une fois, pour optimiser les couleurs. Donc lumière froide, voilà. Je double-clique dessus. Il a bien été pris en compte. FR pour lumière froide, webinaire. Je sélectionne maintenant le deuxième shoot, cette fois-ci réalisé sur une base de lumière chaude, lumière artificielle. Celui-ci, je vais appliquer l'autre profil. Donc CH, lumière chaude. Alors maintenant, si on fait des avant-après sur les deux prises de vue, alors celle-ci, je vous le rappelle, c'est une prise de vue en lumière froide. Donc avant, on était comme ça. On l'avait rendu quand même relativement bleuté, un peu froid. Et maintenant, en réajustant donc avec une balance des blancs grâce à la charte Color Shaker et bien sûr aussi l'application du profil, on a des couleurs un peu plus naturelles. On voit par exemple au niveau de la noisette, avant on avait des couleurs un peu froides, un peu éteintes, et d'un seul coup on a un beau marron noisette. Et si on parcourt le reste de l'image, on a quand même des belles couleurs. Avant, après, vous voyez. Donc c'est-à-dire que globalement, l'image a été rééquilibrée au niveau du rendu couleur. Mais après, attention, on peut bien sûr décider de modifier, de réajuster globalement l'ambiance en fonction de son choix personnel, en fonction du choix du client. Mais en tout cas, on sait qu'on a une base de travail référence qui est parfaitement équilibrée. Si maintenant on regarde la version donc en lumière chaude, avant on était comme ça, on voit bien que tout est jauni, etc. Ça manque de finesse. Et si on regarde par exemple les pommes, regardez, avant on était comme ça, tout était exagéré, tout était voilé par ce voile de jaune apporté par l'éclairage chaud. Et maintenant on a un rendu beaucoup plus naturel. Ça veut dire qu'en fin de compte on est parti sur deux extrêmes. Alors si on compare les deux, celle-ci et celle-ci, on a quand même une légère différence au niveau de la teinte. On a l'impression que
la prise de vue en lumière chaude est un peu plus voilée au jaune. Après, on peut bien sûr le réajuster en travaillant sur les curseurs de teinte et de température, mais globalement, l'idée c'était vraiment de mettre en situation des conditions extrêmes. On est sur une lumière très chaude, celle-ci, comparée à une lumière très froide, celle-ci. Ça veut dire que malgré le fait d'avoir travaillé une session sur deux conditions de lumière extrêmes, on est vraiment en situation extrême pour vraiment mettre en avant l'efficacité de la charte Color Shaker. Malgré ça, on a quand même réussi à trouver une cohérence entre les deux en partant de photos totalement réalisées en conditions totalement différentes en termes de lumière. Après, on peut bien sûr décider de modifier, de réajuster. Par exemple, sur celle-ci, on peut très bien décider de réchauffer un tout petit peu si on veut pour casser un peu le petit voile de jaune. Donc je remonte la teinte très très légèrement. Vous voyez déjà, on a un rendu qui est beaucoup plus naturel. Et sur la version froide, je peux faire le contraire, la refroidir un tout petit peu. Voilà. Et si on compare les deux, regardez, on est très 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 proche. Il y a très légère différence de luminosité sur la version qui a été donc réalisée en lumière chaude. Et ça, c'est logique. J'ai remarqué de par mon expérience, et c'est un peu logique, la lumière froide est un peu plus lumineuse de base que la lumière chaude. Donc c'est pas un problème. Je vais tout simplement l'exposer un tout petit peu plus, très légèrement. Et si on regarde, donc la lumière froide et la lumière chaude, vous voyez, on a quand même une belle cohérence entre les deux en partant de deux extrêmes. Donc voilà, on a découvert ensemble des exercices d'application concrets de la charte Color Shaker en situation de prise de vue, en situation de production d'image, avec trois exercices totalement différents. Un premier en lumière naturelle, relativement facile à gérer comme on a pu le voir ensemble. Et ensuite, deux exercices en situation extrême, à la base de la même composition, une prise de vue en lumière froide et une prise de vue en lumière chaude. Alors, en toute honnêteté avec vous, ça n'arrive jamais en production d'image. On n'a jamais un tel écart, mais je pense que cet exercice est intéressant car même en partant de deux images qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble en termes de rendu de couleur, de qualité de lumière, température de lumière, etc., malgré cette différence extrême, grâce à l'application de la charte Color Shaker, donc c'est la partie charte de couleur, en l'utilisant comme référence pour une balance des blancs et en l'utilisant aussi pour éditer un profil de calibrage, on a réussi à coordonner, à trouver une cohérence donc entre les deux images, tout en sachant qu'on est parti quand même de deux situations extrêmes. Donc j'espère que ces exercices vous auront permis de mieux comprendre, de mieux appréhender l'application et le fonctionnement de la charte Color Shaker en mode de production d'images. Et donc maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. Voilà, bah merci Antonio, c'était très sympa. Je vais fermer ça. En tout cas, j'espère que ça a plu. Oui, on fait juste un tout petit temps de pause parce que parfois après la vidéo, il y a des personnes qui pour qui ça saute un tout petit peu. Donc voilà. Merci déjà pour votre attention. On a plein de questions pour la session questions-réponses. Tant mieux. C'est Donc, que les gens sont intéressés, c'est tant mieux. oui, j'ai toute la liste ici et on va s'efforcer de répondre à cela dans quelques instants. Avant ça, moi, ça fait partie aussi du schéma du webinaire. Je vais vous parler des offres spéciales qui sont proposées donc par nos deux partenaires et je vous présente ça tout de suite. Ensuite, on retrouve Antonio pour la session questions-réponses, mais c'est très rapide. Donc, allons-y. Voilà. Alors, donc, des offres spéciales, eh bien, elles sont disponibles de manière très simple. C'est 10% de remise jusqu'au 4 février 2022 sur tous les produits Calibrite. Chez qui? Chez Graphic Réseau et chez Profot, avec un code spécial qui est Calibrite 10. Voilà, on n'a pas fait compliqué. Je pense que c'est assez simple. Oui, c'est court.
c'est pas grave, vous verrez si ça vous intéresse d'en profiter ou pas, c'est vous qui décidez. Alors, ensuite, sauf que moi ça défile pas, donc je vais passer sur celle-ci. L'exercice pour le webinaire, ce que Antonio vous a préparé. Donc on va vous envoyer les 2 fichiers RAW qu'il vous a montré tout à l'heure. Le logiciel Color Checker Caméra Calibration, donc vous allez avoir le lien pour Mac, le lien pour Windows, et puis vous n'avez plus qu'à essayer, voir si ça vous tente, et voir ce que ça donne pour vous, à partir des fichiers, bien sûr, qu'on vous aura envoyés. Mais, et c'est là où c'est intéressant, si vous avez une charte Color Checker, alors ça peut être une charte Color Checker récente, donc qui sera à la marque Calibrite. Ça pourrait aussi être une charte Color Checker à la marque X-Rite, puisque en fait ces chartes elles existent depuis 40 ans. Alors, je vais vous montrer. Là j'en ai une. Ça c'est la Color Checker Mini. Celle qui est derrière moi, celle-ci c'est la version pour la vidéo. Alors vous voyez la taille est nettement plus importante, puisque celle-là elle est faite pour pouvoir travailler depuis un drone. Et puis on a des chartes qui sont adaptées pour les gens qui font de la photo en mode, par exemple, macro. Et donc là, la taille, elle n'est plus du tout la même. Alors, je vous le montre. Donc, c'est un vrai petit bonhomme Lego. Ça vous donne une idée, c'est tout petit. Donc, rien à voir avec ce qu'on a pu vous montrer. Il ne faut pas la perdre, celle-là. Ah, elle vaut assez cher parce qu'en fait, chaque patch de couleur est monté avec une pince à épiler. Hein, donc, je ne vous le cache pas. Ouais, c'est pas un jouet, c'est pas un jouet, c'est une vraie charte. Oui, c'est très cher, les couleurs sont très précises. Par contre, si vous faites de la photo de tout petits objets, de bijoux, de timbres, de pièces de monnaie, des choses comme ça, tout ce qui est détail, ça peut être extrêmement utile puisque pour que ça fonctionne bien, typiquement, il faut que la charte, elle représente à peu près 10 maximum 20% de la surface de l'image. Donc, vous, vous doutez bien que si la charte, elle est trop grande, vos détails, ben, vous ne pourrez pas les prendre. Donc, voilà, avec toutes ces chartes, le logiciel que vous pouvez télécharger fonctionne, même si c'est une plus ancienne encore, il y a Greta Macbeth, etc. Le logiciel fonctionne. Et pour continuer ce petit point, parce que tout le monde n'est pas au courant, mais Calibrite a repris l'activité photo et vidéo de X-Rite. Et dans ce cadre-là, pour nous, c'est très important qu'on continue à accompagner tous les clients. Les logiciels que fournit Calibrite aujourd'hui, qui s'appellent CC Profiler pour Color Checker Profiler et CC Studio pour Color Checker Studio, fonctionnent bien avec les produits nouveaux, donc tout ce qui est Calibrite, mais est rétro-compatible avec toutes les sondes de marque X-Rite, je vous les ai mis, hein, X-Rite Photo Vidéo, i1 Display Pro, i1 Display Pro Plus. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Et Studio, etc. J'ai téléchargé la dernière version et comme j'ai les deux modules, j'ai les deux sons, ça marche très très bien, pas de souci. Voilà, c'est juste important parce que tout le monde n'est pas au courant et j'ai eu beaucoup de questions. Donc voilà, on commence en fait la session questions-réponses sur oui, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai une sonde X-Rite? Est-ce qu'elle va marcher avec le logiciel Calibrite? Oui. Il n'y a aucun souci, aucun souci. On voilà, en a trois, on en a trois puisqu'on a 3 postes de retouche. Moi, j'ai mon poste de travail, on a un poste studio et un poste de travail de Maria. Et on a différentes générations. Et avec la dernière mise à jour, même avec le changement Calibrite, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je vous rappelle, jusqu'au 4 février, 10% de remise sur les produits Calibrite chez Graphic Réseau, chez Profote. Il y a beaucoup de boutiques Profote, je crois qu'il y en a 7 en France, dans différentes villes, et Graphic Réseau est très présent. Les deux sociétés sont présentes aussi en ligne, si ça vous intéresse. Gardez bien le nom du code, mais je vous renvoie tout ça sous forme d'un email. Et puis maintenant, Antonio attend vos questions. Alors, moi, je vais les passer. Donc, Antonio, je te laisse en plein écran. Je vais te passer aussi la main si jamais tu veux partager par exemple ton écran. Donc, je te passe en présentateur. C'est fait. Et on va faire le jeu des questions-réponses. Alors, il y avait une question d'Antonin. Le profil de boîtier, c'est super. Mais du coup, on peut travailler la couleur sans avoir besoin de calibrer son écran.
Ah non, non, euh, c'est tout est lié. C'est-à-dire que tout, tout ce travail de recherche, parce que pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre la philosophie de tout ce qui est gestion à travers différents postes, le calibrage, donc l'utilisation d'une charte de couleur sur la prise de vue, la gestion de nos écrans, la gestion de nos imprimantes, c'est qu'en fin de compte, quand on travaille et qu'on décide d'aller jusqu'au bout de l'histoire, de proposer des visuels et des prises de vue de produits les plus aboutis possibles, il faut obligatoirement, et ça c'est important, gérer chaque poste. C'est-à-dire que si on fait tout ce travail sur nos prises de vue, comme on l'a fait avec la charte Color Shaker, et qu'on prend nos images sur un écran qui n'est pas calibré, il n'y a aucun intérêt. Alors, après, on peut se dire, oui, ok, mon écran n'est pas calibré, c'est un modèle qui est un peu dépassé, qui n'a pas la finesse de restitution des couleurs. Voilà, je sais, je suis conscient que cette qualité d'écran n'est pas optimum. Je vais tout simplement faire confiance à mon fichier puisque de toute manière, il a été parfaitement géré, calibré. On peut imaginer que à la sortie, en impression papier, la qualité sera bonne. Mais dans un flux, encore une fois, parfaitement maîtrisé, il faut quand même qu'il y ait tout. C'est-à-dire que on ne peut pas faire tout ce travail-là pour prendre ça sur un écran bureautique qui est à peine capable d'afficher le sRGB et qui est mal réglé, quoi. Donc, Moi, j'aurais tendance à dire, si tu es d'accord, que autour de la gestion de la couleur, le préalable, qu'on travaille ici sur le profil boîtier. Donc, on fait un profil pour l'appareil photo et la scène, en fait. On essaie de capturer les conditions exactes de prise de vue, ou que ce soit pour un profil d'impression, il y a un préalable qui est de calibrer son écran. Parce que beaucoup des décisions que vous allez faire, vous allez les faire sur votre écran, celui sur lequel vous travaillez. Et s'il est calibré, eh bien, il reproduit la nature réelle de votre fichier de la manière la plus neutre possible, sans dérive. Si jamais votre écran n'est pas calibré, ou s'il a une dérive, on ne sait rien, vers le magenta, le vert ou autre, il va vous induire en erreur pour vos décisions. Et c'est dommage. C'est-à-dire que enfin, c'est-à-dire que du gâchis. le problème, c'est que si on travaille à distance avec un client et qu'on veut avoir cette garantie que parce que des fois, les validations d'images se font à travers des écrans qui ne sont pas forcément calibrés. Donc, moi, pour que je puisse garantir à mon client que l'image qu'il voit, ce sera vraiment une belle image et que ce n'est pas une image modifiée selon son iPad ou selon son téléphone, parce que si, des fois, malheureusement, ça se fait comme ça, c'est que moi, pour avoir cette garantie et pour pouvoir me positionner en tant que professionnel, écoutez, moi, je vous garantis que ce sera bon, il faut que je travaille au minimum sur un écran calibré. Ça, c'est logique. On passe à une question suivante. Deux questions sur le côté physique. Physiquement, c'est grand comment? Tu en as une là où tu peux la montrer et Voilà. comment Est-ce ça que se les gens présente? me voient ou est-ce Ouais, que ouais, c'est on te voit, il n'y a que toi là. regardez, c'est Voilà. ça. C'est la Et taille d'un tu, passeport. C'est pour ça que ça s'appelle passeport. Parce qu'en fin de compte, si vous la repliez, ça, c'est la taille d'un passeport. Et croyez-moi, ceux qui me connaissent, qui me côtoient, savent que je suis très souvent sur le terrain. Et c'est vraiment très, très bien parce que c'est du costaud. Ça traîne souvent dans le fond de mon sac. Parce que pourquoi? C'est que il y a aussi un paramètre qu'il faut intégrer, c'est que demain, on peut être amené tout simplement à les photographier si j'ai un client. Je ne sais pas, la boulangerie de votre quartier vous dit, tenez, je vous ai vu, vous êtes photographe, est-ce que vous voulez photographier quelques pâtisseries? Vous n'allez pas vous débouler forcément avec 14 torches, des déflecteurs, des réflecteurs. Non, des fois, c'est en situation de prise de vue en utilisant la lumière utilisée par le magasin. Et là, on a un peu de tout, hein. On a du bon, du mauvais, du moyen. Et ça permet, c'est très pratique. On prépare sa compo, on la glisse tout simplement à côté de sa religieuse, on photographie, et après, on l'utilise pour faire l'ordi blanc et pour calibrer son boîtier. C'est très, très précis et ça permet d'être très souple en termes d'utilisation et ne pas forcément travailler du matériel, parce que des fois, encore une fois, on n'est pas forcément dans des situations, quand on va bosser chez un client, on n'est pas forcément en bonne situation en termes de lumière. je te mets au défi. On imagine que tu es dans cette boulangerie. Ouvre la charte et donne-nous les conseils. Donc, toujours sur le côté physique, j'ai plusieurs personnes qui me disent, mais est-ce qu'il faut que ce soit bien en face? Et quels sont les conseils que tu donnerais? Alors, on Alors, peut la de poser tout, comme ça. ouais, c'est-à-dire que on peut la poser, vous savez, imaginons, je vais essayer de prendre un bouquin qui est là, voilà. Imaginez que vous avez la religieuse devant, là, ici. Par exemple, on va photographier mon bulldog.
Voilà, ma petite mascotte. Vous voyez? Et donc, on va la positionner à côté et on va faire en sorte que la lumière qu'elle soit vraiment baignée par la lumière. C'est-à-dire que globalement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on est sur des sources lumineuses qui sont un peu différentes, mais le sujet lui-même est baigné souvent par la même qualité de lumière. Donc l'idée, c'est de l'orienter, peut-être même des fois de la poser un peu quand c'est possible. C'est pour ça que j'aime bien aussi, de temps en temps, avoir un petit micro trépied qui me permet, quand j'ai pas d'assistant, par exemple, de pouvoir la mettre comme ça, avec un micro trépied ou un objet, vous voyez, la poser comme ça. On va l'utiliser comme un objet pour la tenir et l'orienter pour qu'elle soit baignée par la lumière. Et à partir de là, on peut l'utiliser soit uniquement pour réaliser une balance des blancs avec, vous voyez, avec la deuxième pastille qui est ici, et celle qui correspond à la charte. Voilà, il y a ça aussi. On peut la Alors, poser, en fait, elle est faite pour. Et les conseils, si tu es d'accord, Antonio, c'est en fait, il faut qu'elle baigne effectivement dans la lumière que vous voulez capturer. Donc, si c'était du portrait, souvent on va la mettre soit juste devant, soit à côté du ouais. visage, par exemple. Si c'est un sujet, comme il vient de vous l'expliquer. Et Mais ce par qui est contre, tu important, vois, par contre, ouais, je te coupe, là, cette partie-là, pour moi, elle est plus dédiée pour tout ce qui est portrait parce qu'on peut jouer et régler la température. Mais par contre, moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Et là, on ne ouais. peut pas la mettre on ne peut pas utiliser le trépied en fin de compte, puisqu'on n'a Ah, pas le volet en dessous. Donc là, dans les voilà. deux sens, ça marche. Et donc là, ça permet de. Non, mais il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, c'est pas grave, par exemple, si la charte est légèrement floue. Ça Non, marchera. Par contre, ouais, il faut qu'elle soit bien exposée. exposé. Pas Tu me cramé. dirais, pareil pour toutes les photos, il faut qu'elle soit bien exposée. Bah, Mais pour que le il y aura- il y a- logiciel puisse fonctionner, il faut que la charte soit correctement exposée, ni sur X, ni sous X. Donc c'est pour ça qu'il faut. Ah ouais, tu vois, regarde. En inversant le volet totalement, regarde, tu vois. On peut un petit peu, ouais. Mais après, des fois, tu vois, l'espacement ici, là, tu vois, ouais, mais tu vois, l'espacement que tu as Oui, là, je sais. des fois, On quand peut tu la glisses dans une poser comme composition, ouais, quand tu poses sur une composition qui est un peu précise, ça peut être embêtant. Donc j'aime bien avoir mon petit micro-tépi. Il est tout petit et ça me très permet bien. de. Donc voilà, il faut surtout, et ça c'est important, c'est ce que tu as dit, il faut que ça soit bien exposé. Ouais. On est photographe, on expose bien ses photos de toute façon. Oui, mais si c'est mal exposé, en fait, le logiciel ne va pas arriver à récupérer ou à traiter les informations correctement, hein. Donc, juste Si pour que ce bah, soit. c'est un peu comme si quand on fait de prise de vue, si on crame les lumières, c'est mort, il y aura zéro, on peut rien récupérer derrière. Est-ce qu'il faut faire un shoot pour chaque situation d'éclairage et à chaque changement d'objectif? Question Dans de Tanguy. l'absolu, oui. Mais bon, quand on commence une session, nous, on travaille en 50 fixe, qui est une très belle optique. Moi, je vous le conseille, si vous voulez vous lancer dans ce genre de travail, vous testez, et parce que c'est très vite agréable, ce genre de composition, de travailler on prend un espace, on prend une fenêtre à la maison, c'est très facile de réaliser ces compos. Et vous avez, par exemple, des petites optiques à 50 fixes. Par exemple, chez Canon, le 1.8 50 fixes coûte moins de 250 euros, et ça permet de travailler sur ce petit optique à une qualité de piqué qui est exceptionnelle pour même pas 250 balles. Et ça permet de se lancer, de se tester, voir si on a envie de faire ce travail, parce que vous avez vu les compositions on bosse avec Maria en lumière naturelle. Certaines sont prises le matin parce qu'on a une lumière chaude en contre-jour. Des fois, sont prises l'après-midi parce qu'on veut une lumière froide sans contre-jour, lumière douce. Mais ça peut être c'est très enrichissant. Et c'est même très enrichissant pour quelqu'un qui a envie de se former au niveau de la gestion de la lumière, puisque on doit s'adapter en conditions de lumière et c'est plutôt très très bien. Donc une optique, oui. Alors si on change d'optique, c'est-à-dire que logiquement, je ne vois pas pourquoi on changerait d'optique en cours de session, puisque on va démarrer par une composition et on va commencer à travailler cette composition en fonction de l'optique. On ne va pas changer d'optique en cours de route. Donc, mais par contre, oui, logiquement, pour chaque optique, il faudrait faire un profil. Si on change les conditions de lumière d'éclairage ou si vous savez que l'optique elle a une dérive de couleur, par exemple, vous pouvez repositionner une charte. Et puis, de toute façon, vous pourrez peut-être comparer justement ensuite avec le logiciel et voir si ça change quelque chose. Comme ça, vous voyez si vous avez besoin de créer un profil séparé ou si vous pouvez garder le même. Le plus important, c'est de bien observer ça. Le travail en lumière naturelle est un travail en lumière naturelle qui est très facile parce qu'on a de très beaux résultats, sublime lumière. Par contre, il y a cette problématique,
c'est que entre le matin et l'après-midi, la lumière change, mais on peut faire à chaque début de session d'une heure, faire son shoot référence, on fait son heure, shoot référence, on fait son heure, etc. Question pour toi, est-ce que cette charte elle est utilisable ou intéressante pour la photo de paysage? Question de Claude Berger. Alors, l'avantage de la photographie de paysage, c'est qu'on travaille en lumière naturelle. Donc, ça veut dire que logiquement, on n'est pas trop embêté. Mais par exemple, quand je fais du street, en tout cas, je sais que certains photographes très pointus, même en paysage, préfèrent le faire, pourquoi pas. Mais par exemple, si je vais sur les hautes terres d'Écosse, je préfère gérer. C'est quand même assez facile de gérer une seule source de lumière quand elle est naturelle et qu'on a une connexion pas mal. Mais par contre, si je fais de l'urbain, que je vais les photographier, d'ailleurs, on a fait un webinaire là-dessus, du street art, même en lumière du jour, c'est très important de l'avoir parce que il faut bien comprendre cette notion, c'est qu'on n'aura pas le comparatif possible. C'est-à-dire que la notion de comparaison ne sera plus possible. Si je vais à New York, comme on l'a fait en janvier dernier, ou l'année dernière, chez Bushwick photographier du street art, que je reviens chez moi au Portugal, comment voulez-vous que je puisse être sûr que les couleurs que j'ai soient les couleurs réelles, puisque je ne veux pas me déplacer avec une épreuve pour faire un comparatif avec l'œuvre. Donc le seul moyen, c'est d'être sûr, le seul moyen d'avoir cette certitude, en tout cas de minimiser le risque, c'est tout simplement de réaliser une charte comme un portraitiste, c'est-à-dire que lui, le portraitiste, va mettre la charte color shaker auprès du visage donc de la personne, hein, tout simplement, comme on l'a fait là, comme ça. Et bien là, on va coller la charte color shaker contre l'œuvre, on va photographier et après on prend l'œuvre. Et ça permet, en tout cas, à distance, sans cette facilité de la comparaison, d'être quasiment sûr que le résultat est très proche de la réalité. Il y a pas mal de questions sur les logiciels qui permettent d'exploiter les chartes. Donc, je vais repréciser. À partir du moment où il y a les 24 patchs, donc là, c'est une petite qui s'appelle la Color Checker Mini. Celle que Antonio a utilisée, c'est la Color Checker Passport Photo 2. Celle-là, ce qui est génial, c'est que donc elle peut se fermer, c'est protégé. Effectivement, beaucoup de photographes la mettent au fond du sac ou dans la petite poche ou dans leur veste. Et donc, c'est pratique. La toute petite que je vous ai montrée ici, mais aussi la Color Checker SG, qui vaut plus cher et qui est faite pour la reproduction d'œuvres d'art. Toutes ces chartes vont être prises en charge par le logiciel dont on vous donne le lien de téléchargement demain. Qu'elles soient récentes ou qu'elles soient anciennes. À partir du moment où elles ont ces 24 patchs, ça va marcher. Ça va marcher avec quoi? Le logiciel qu'on va vous livrer fonctionne pour Lightroom et pour Photoshop en utilisant le format DNG, Digital Negative d'Adobe. Les mêmes chartes fonctionnent aussi avec l'environnement Capture One. Et là, c'est dans le logiciel Capture One et vous allez pouvoir créer un profil de type DCP qui est un chouïa plus précis d'ailleurs et qui est un vrai profil à la norme ICC et certaines personnes veulent ça. Donc, si vous êtes sur du haut de gamme, si vous avez accès à zut, lequel j'ai dit maintenant, Capture One bien sûr, eh bien vous pouvez préférer ça. Ça marche très très bien avec les chartes. Les mêmes chartes fonctionnent avec le logiciel Focus d'Hasselblad. Donc, si vous êtes aussi sur des dos Hasselblad, ça va marcher. Les mêmes chartes ici fonctionnent avec le logiciel DaVinci Resolve. Donc, si vous faites du montage vidéo, vous pouvez caler des scènes ou des séquences vidéo. Mieux encore, vous pouvez avoir plusieurs séquences vidéo où vous mettez la charte et vous allez pouvoir étalonner les couleurs d'une scène à une autre ou d'une caméra à une autre. C'est le code de cette charte, il est intégré directement dans le logiciel DaVinci Resolve, même dans la version gratuite, c'est dedans. Alors, moi, je préfère, dans DaVinci Resolve, vous avez même les paramètres de la charte vidéo, si vous faites de la vidéo. Donc, c'est une charte qui est assez polyvalente et passe-partout. C'est vraiment la référence dans le monde du travail numérique, de l'image numérique, en photo comme en vidéo, parce que vous avez en fait dessus, on ne vous a pas donné tous les détails, mais ici, une échelle de gris, hein, vous l'aviez vu, je suis sûr. Mais regardez ici ces couleurs, RVB, c'est rouge, vert, bleu. Ça, c'est cyan, magenta, jaune, et ici, j'ai le noir. Donc, vous avez les deux lignes du bas, c'est les références des couleurs pour tous les métiers graphiques. Photo, donc autour du RVB, les imprimeurs autour du CMJN, plus 12 couleurs clés, ici avec des teintes chères, ce genre de choses. Donc ces références, elles sont utilisées dans pas mal de logiciels et normalement,
à moins que vous utilisiez un truc un peu ésotérique, vous allez pouvoir retomber sur vos pieds sans devoir acheter, j'insiste, hein, des logiciels spéciaux puisque on les offre. Alors bien sûr, on offre le logiciel, mais il vous faudra quand même investir dans une charte. Vous choisirez la taille qui vous va bien. Mais une fois que vous aurez la charte, comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez l'utiliser pour la photo, parfois pour la vidéo, dans Lightroom, dans Capture One. Donc c'est assez intéressant. Et bien sûr, si vous êtes un collectif de photographes ou un club, vous pouvez vous prêter la charte. On est en France quand même, on a le droit de faire ça. Donc ça, je pense que c'est important d'expliquer que c'est pas un truc propriétaire. C'est devenu tellement connu dans le monde de la photo, c'est un peu comme, j'en sais rien moi, Coca-Cola ou Frigidaire, la charte Color Checker. Il y a plein de logiciels qui savent l'exploiter. Donc Capture One, oui, parce que j'ai beaucoup de questions autour de ça. Le logiciel pour créer le profil ICC est gratuit. Non, il vous faut donc Capture One ou Hasselblad Focus. Et à partir de ça, vous pourrez exploiter la charte. Vous n'avez pas besoin d'acheter un logiciel en plus, hein, par contre, ça c'est bien. Question pour toi, Antonio. Avec tous ces profils pour chaque session, est-ce que je peux les supprimer sans que ça ait un impact sur le rendu de ma photo une fois que je l'ai exploité? Bien sûr, parce que de toute façon, dès qu'il est intégré, il est définitif. Ah oui, tu veux dire supprimer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très simple. C'est dès que l'image est exportée en TIFF et que la session est terminée, que l'image est livrée, ou que parce que souvent ces images-là, il y a toujours un petit défaut. Faut être honnête, elles sont jamais parfaites à 100% sous Lightroom. On optimise le maximum des interventions sous Lightroom parce que tout ce qui sera fait sur un négatif numérique sera bien meilleur qu'après. Ça, il faut vraiment intégrer ça. Tant qu'on travaille sur un négatif numérique, l'intervention sera de meilleure qualité puisqu'on travaille sur le négatif. Mais des fois, on est obligé de l'exporter vers Photoshop parce qu'il y a une petite branche qui n'est pas très belle ou parce qu'il y a un petit défaut. Alors, des fois, on utilise des petites pastilles de la pâte à fixe sur certains éléments pour les tenir en place parce qu'ils ne bougent pas. Donc, des fois, on ne fait pas gaffe, ça dépasse. Donc, il faut passer sur Photoshop et il faut savoir que dès que ça sera exporté vers Photoshop, le profil sera intégré définitivement. Donc, ce profil, sous Lightroom, vous pouvez le supprimer puisque il faut bien comprendre, c'est que ce profil-là ne peut être utilisé que dans ces conditions de lumière-là, à ce moment précis-là, et avec ce boîtier-là, et avec cette optique. Donc, on ne peut pas le garder, on dit, ah, je vais l'utiliser dans une semaine. Non. C'est pour ça que chaque profil édité a sa date d'édition. Et vous pouvez faire le test, c'est que, par exemple, là, j'ai utilisé un Mark IV, mais j'ai un Mark III, j'ai un Mark II aussi en studio. Si je prends le Mark II, quand je vais vouloir sélectionner, le profil n'apparaîtra parce qu'il estime qu'il n'appartient pas à ce boîtier-là. Donc, c'est vraiment dédié. Dès que le job est terminé, ça ne sert à rien de les garder puisque de toute façon, ils ne sont dédiés qu'à cette situation de prise de vue. Parfait. Alexis pose la question. Je veux imprimer mon fichier. Je travaille depuis un iMac qui est calibré. Les candélas sont importants aussi. Pour moi, si l'écran il est calibré, les candélas, on ne va pas les changer, quoi. Donc, il y a ce lien entre le profil de prise de vue et pour aller jusqu'à l'impression, est-ce que ça va participer à l'amélioration, je dirais. C'est-à-dire que le travail qu'on a vu ensemble pour éditer le profil, encore une fois, n'a aucun intérêt si c'est fait dans l'écran qui n'est pas calibré. D'accord? Le ressenti, tout ce travail en amont, le ressenti final de la couleur se fera à travers l'écran. Donc l'écran, il faut qu'il soit calibré. Quand on calibre l'écran, on va jouer sur la température de l'écran, d'accord? Mais on va jouer aussi sur sa luminosité en candela. Donc on a très largement abordé le sujet. Alors on peut peut-être le réaborder plus tard, mais moi, je travaille en 100 candela mètre carré parce que pourquoi? C'est parce que je suis dans un espace qui est parfaitement contrôlé autour de moi. Même la baie vitrée, je peux définir l'intensité lumineuse de mon espace. Et donc, 100 candela, ça correspond. Après, il y en a qui sont 80, 120, mais quand on calibre l'image, on va définir le candela, on ne va pas s'amuser à changer en fonction de la journée, ou parce qu'aujourd'hui j'ai envie, parce que j'ai envie qu'il soit plus lumineux, de changer la luminosité de son écran. Tout ce travail de calibrage est totalement faussé. Donc, ce travail de premier travail de calibrage, de gestion de la couleur à la prise de vue, prise en charge sur un écran qui est parfaitement calibré, à partir de là, quand on va l'éditer, le produit fini, après qu'on va l'imprimer, on passe à la troisième phase, puisque
tout ce travail-là, encore une fois, c'est bête à dire, mais c'est réel, c'est la vérité. Calibrer son boîtier, calibrer son écran et imprimer sur une imprimante qui n'est pas calibrée, aucun intérêt. Donc, quand on commence à vouloir gérer et contrôler tout son flux de production, tout ce travail de la prise de vue de terrain jusqu'à l'impression. Donc, boîtier calibré, écran calibré, imprimante calibrée sur du papier bien géré, tout simplement. Une question que je pose à toute l'audience, j'ai pas mal de personnes qui me demandent est-ce que ça fonctionne avec les logiciels DxO? J'en sais rien, j'ai pas eu l'occasion de faire le test. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à la partager avec nous, puisqu'il y a plusieurs personnes, Gilles Kaminski et d'autres, qui posent cette question sous DxO, avec DxO Lab. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Peut-être en mode manuel, peut-être qu'il faut sélectionner les couleurs. Je ne connais pas suffisamment leur logiciel. Je vous ai quand même cité quatre logiciels très répandus avec lesquels ça Référence. fonctionne. Référence. Et ouais, quand même. Resolve, Lightroom, Photoshop, Capture One. Alors, Focus d'Hasselblad, on est d'accord, c'est un petit peu plus spécifique, mais c'est quand même assez courant. Donc pour DxO, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Pour d'autres questions, la durée de vie d'une charte. Alors, Ça dépend du photographe. ouais, et du boîtier aussi de protection. Si vous êtes très précautionneux et que vous la rangez à chaque fois que vous l'avez utilisée tout de suite dans une petite pochette, eh bien, elle va avoir tendance à vous durer à peu près 2 ans. Est-ce qu'il y a une pochette? Est-ce qu'il y a une pochette qui est livrée avec ton modèle? Oui, il y a une petite pochette cartonnée. Et donc, il y a des gens, ils la perdent. Enfin, c'est pas très. Cette version-là, elle est un petit peu plus légère. La Color Shaker Une pochette classique, opaque. elle est Une opaque. pochette Il faut opaque. absolument qu'elle soit opaque. Si jamais vous la perdez, vous en faites une. Prenez une grosse enveloppe bien épaisse, ça va marcher aussi. En fait, toutes ces couleurs sont imprimées sur un papier non couché. Ce sont des couleurs imprimées avec des pigments d'une qualité intéressante, importante, mais on le sait, la lumière du soleil et toutes les lumières chargées d'UV vont endommager les pigments au bout d'un certain temps. Donc, si vous voulez qu'elle vous dure longtemps, dès que vous l'avez utilisée, vous la mettez. Alors, Antonio vous a montré, si vous avez le boîtier, bah, là, elle est protégée, hein, c'est sûr. C'est Et l'intérêt de attention, la Passport. justement, quand on fait du studio, où des fois on a du temps, ou même quand on est en extérieur, on l'utilise. Par exemple, si je fais une balance des blancs, par exemple, on met pas les doigts dessus, et quand on a fini, on ferme, on la laisse pas au soleil, bronzer au soleil, c'est pas la peine, c'est mort, quoi. Oui, sur la Vraiment faire plage gaffe. arrière de ta voiture. Donc Ouais, le ouais. soleil est tout ce qui. En fait, il y a beaucoup de lumières qui peuvent être chargées d'UV aussi, hein, même dans un magasin. Ça va faire passer certaines couleurs. Donc 2 ans si vous êtes précautionneux, ça peut être moins longtemps, ça peut être plus longtemps si vous êtes hyper précautionneux. Voilà. Moi, je travaille sur un process où peut-être on pourrait vérifier les chartes, mais pour le moment, je n'en ai pas. Une question, est-ce que ça marche avec les chartes d'autres marques? Non, puisqu'ils ont des logiciels qui viennent repérer des couleurs qui sont à un endroit spécifique. Je répète, ça fait depuis, je crois, 45 ans que cette charte Color Checker existe dans ce format avec ces couleurs-là, et elle continue à être utilisable et utilisée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont répondu pour DxO? Personne n'utilise DxO et a testé avec la charte. Vous pouvez. Alors Pierre-Michel, il me dit comment je peux retélécharger le logiciel pour ma Color Checker Passport. Mais on va vous l'envoyer demain, donc vous pourrez le recharger pour Mac, pour Windows, la dernière version qui date de 2021. Et je trouve que, et justement, au passage, c'est que, comme tu sais, j'utilise ça depuis pas mal d'années, et je trouve que les dernières évolutions, le repérage des pastilles, des patchs, a été quand même vachement amélioré, Oui, au il y a une passage. partie, tu as montré, c'était automatique. Alors ça répond aussi à la question des personnes qui disent si jamais elle n'est pas parfaitement en face, ben, si par exemple il y a de l'angle, et c'est là où c'est utile parfois d'utiliser Ouais, le repérage automatique qui va essayer de faire quelque chose, mais vous, en ajustant les petits points verts, comme ouais, vous l'avez vu dans ouais, la présentation d'Antonio, vous ouais. allez pouvoir ajuster pour que chacun des carrés tombe bien dans les Mais, trucs. Comme ça, vous pouvez jouer dessus. il y a quelques années, j'avais plus de défauts de reconnaissance que maintenant. C'est quand même vachement amélioré. Alors,
Gérard Cadou nous dit, la charte est reconnue, profil intégré, mais le résultat ne répond pas à mon attente. Pour autant, DxO affirme que cela fonctionne. C'est-à-dire que Gérard, lui, il a fait le test, il a contacté DxO qui affirme que ça fonctionne. Et moi, c'est une info que j'ai eue aussi d'équipe technique ou d'un ambassadeur DxO qui me dit oui, ça marche, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Et Gérard, lui, il dit qu'il n'est pas très content du résultat. Donc, je ne peux pas vous promettre. Si par contre, quelqu'un a cette information, moi, je suis preneur. Est-ce que la Color Checker Passport Photo 2 fonctionne avec la vidéo? Oui, ça fonctionne, mais les versions Color Checker vidéo vont un cran plus loin. On verra ça peut-être une autre fois, c'est pas le sujet aujourd'hui. La version, en tout cas, si vous avez cette version-là, la Color Checker photo, donc là c'est la mini, on a vu la version passeport, il y a la classique, enfin, il y a plusieurs modèles, elle va être prise en charge par DaVinci Resolve. Mais la version que vous avez ici, par exemple, qui est pour la vidéo, vous voyez qu'on a les 6 couleurs de base en vidéo qui ne sont pas les mêmes que RVB, CMJN, en version saturée et désaturée. Et bien ces 12 couleurs, elles vont apparaître sur votre vector scope si vous faites de la vidéo et vous allez pouvoir tirer des lignes propres. C'est pas du tout possible de faire Mais, ça avec ça. Donc si vous êtes un tu vois, pro de la post-prod vidéo, vous allez préférer la version vidéo. Si vous faites essentiellement de la photo et de temps en temps vous faites de la vidéo, vous pouvez vous en sortir avec ça. mais tu vois, par exemple, au passage, certains d'entre vous le savent, j'édite aussi mes petites vidéos pour, comme bande-annonce pour lancer la présentation de mes tutos. Des fois, je suis pas très content de ma lumière. Ben, j'ai la charte Color Shaker et on sait que maintenant avec Photoshop, on peut carrément prendre la vidéo, la mettre sur Photoshop et recalibrer la balance des blancs via Photoshop. Et alors, moi, je suis pas assez spécialisé en photo, enfin en vidéo, et je suis pas assez pro vidéo pour investir dans les grosses chartes vidéo. Mais en tout cas, celle-ci, elle dépanne quand même pas mal. Alors, on en sait plus. Jean-Bernard Laborde nous dit que ça marche sous DxO et qu'il est très content du résultat. Donc, Jean-Bernard Laborde, je vous propose de rentrer en contact avec Gérard Cadou. J'espère que vous trouverez l'un l'autre vos profils, peut-être sur Facebook, je ne sais pas. Et donc, ça marche donc. Et complément d'information pour DxO, avec DxO Lab Elite, ce logiciel accepte les profils ICC et DCP. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça, c'est une information de Claude Schetzel. Voilà, donc c'est fait. Merci. Hein. Alors, balance des blancs. Tu as fait dans ta présentation une balance des blancs automatique. Qu'est-ce que ça apporterait de faire une balance des blancs manuelle? Et est-ce qu'il y a des situations et des éclairages où c'est recommandé quand même? En studio, non. Comme alors, en paysage, ceux qui me côtoient savent que j'ai pris pour habitude de travailler en balance des blancs imposé à mon boîtier à 5002. Mais en studio, on aime bien être en automatique. Pas de toute manière, comme on travaille en fichier négatif numérique, ça change pas grand-chose puisque de toute manière, on peut la faire après sans problème. Parce que si on prend la charte, si par exemple on commence par une balance des blancs chartée avec la balance des blancs, donc la partie charte de gris, on peut très bien commencer par ça. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pour ça qu'on le met en automatique, alors que habituellement je suis plutôt pas fan de l'automatique, puisque quand je suis auteur photographe, quand je fais de l'urbain ou du paysage, j'aime bien poser ma température qui correspond à une sorte de signature, une volonté d'aller vers des tons un peu grisés bleutés, comme beaucoup d'entre vous apprécient. Mais autrement, en studio, on se met souvent en automatique, en sachant que de toute façon, derrière, comme on passe par le négatif, on peut faire ce qu'on veut après, il n'y a pas de souci, quoi. Super. Ça, on a répondu, on a répondu. Ben voilà. Est-ce que tu voudrais finir peut-être par un conseil que tu aimerais donner aux participants ou un petit truc complémentaire qu'on n'aurait pas encore abordé? Ça peut être aussi de manière générale sur la photo. Je te laisse le Non, mais dernier mot et puis on va arrêter là-dessus. moi, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est que on est souvent interrogé, parce que c'est vrai que vous avez vu les qualités de prise de vue, les exemples qu'on a développés, on est quand même sur des belles compositions, des belles lumières, et souvent on m'interroge,
oui, parce que souvent on a ce mythe que pour avoir de la très belle photo, des fois c'est très compliqué. Mais vous avez vu, avec pas grand-chose, c'était vraiment quand on avait discuté, Hervé et moi, j'ai dit voilà, on va mettre en avant le fait que on peut, avec pas grand-chose, une optique pas trop chère, un boîtier. Alors, j'ai un Mark IV, mais on peut très bien faire ça avec n'importe quel boîtier, hein. Alors, on est bien d'accord que c'est pas le boîtier va apporter une qualité technique à la photo, mais la composition, la gestion de la lumière, ça n'a rien à voir avec le boîtier, hein. Je veux dire, cette philo, oh, mes photos sont moyennes, je vais acheter un boîtier plus cher, ça c'est une grosse connerie, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que ce qui fait, c'est le regard du photographe, la sensibilité du photographe, la composition. C'est très très important la composition. C'est-à-dire que 95% du boulot, c'est le stylisme, on appelle ça du stylisme. Choix des produits, réflexion, composition, choix de la lumière, tout est là. Le reste, le choix du boîtier, la qualité technique du boîtier, plus ou moins cher, peu importe. Si le stylisme, si la composition n'est pas belle, on aura toujours une photo moyenne. Donc prenez le temps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on avait vraiment envie de mettre en avant avec Hervé et avec Maria aussi l'idée qu'avec pas grand-chose, une optique, un petit boîtier, on va au marché, on prend des objets, on prend des fruits, des légumes, n'importe quoi. On prend une belle lumière, on regarde un peu la fenêtre la mieux orientée de la maison et on peut déjà s'éclater et faire de la très très belle photo avec pas grand chose. Vous Tout à voyez, par fait. exemple, ici vous voyez, si j'ai deux déflecteurs, ça coûte rien, ça coûte 20 balles chacun et on peut faire de très belles choses. Il y a quand même un œil du photographe, il y a une qualité pour beaucoup de photographes d'observation, de repérer des détails que peut-être monsieur ou madame tout le monde ne voit pas. Et c'est vrai qu'après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez acheter le boîtier le plus cher du monde, ça ne va pas faire une bonne photo. Mais Non. avec l'équipement que vous avez, moi je crois que c'est très important de pratiquer, de faire des exercices. C'est pour ça qu'on vous propose aussi un petit exercice pour sortir aussi de son petit train-train quotidien, essayer des nouvelles choses, se lancer dans une série peut-être un peu différente de ce que vous faites d'habitude, puis vous regarderez après si ça vous plaît ou pas. Il y a une Non, mais c'est question. surtout que, ouais, Ah pardon, vas-y. c'est surtout qu'on voulait casser ce mythe en disant que pour faire de la très très bonne photo de studio, il fallait claquer des fortunes. Non, avec pas grand chose, on arrive à faire de la très très belle photo. La preuve, Oui. vous l'avez vu. Béatrice a une question et c'est vrai que j'ai pas précisé. Adobe Camera Raw, c'est le module qui permet de développer les fichiers en DNG. Donc évidemment, ça marche parfaitement avec Camera Raw. Bien sûr. J'ai cité Photoshop, Lightroom et Camera Raw. Bien sûr, ça fait des années que ça marche avec, hein. Donc pas d'inquiétude, Béatrice, ça marche très très bien. Bah, J'espère Lightroom, que le moteur Lightroom, c'est Camera Raw, hein, qui est en page de fond, hein. pour le développement Ouais, ouais. des photos web. Absolument, voilà. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Il y avait quelques questions aussi sur tout ce qui était le travail sur les courbes de couleurs. Et ça, c'est une des spécialités d'Antonio, mais que tu as déjà abordé dans d'autres webinaires. Je répète, demain, je vous envoie un email avec le lien pour le replay, le lien pour les 2 photos à télécharger, le lien avec les logiciels pour Mac et pour Windows que vous allez pouvoir télécharger pour faire joujou avec les photos qu'Antonio vous a données. Et tout ça, c'est gratuit. Un lien toujours gratuit vers les précédents webinaires qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube Muse by Lumesca et sur la chaîne YouTube Calibrite France. Donc vous pourrez comme ça regarder, il y a au moins 2 ou 3 ans de tutos, de webinaires, de masterclass où on a abordé d'autres sujets. Pas le même que ce soir, hein. On n'avait jamais fait sur Bah, spécifiquement la charte autour de la photo comme ça posée. il y en a un qui me fonctionne très très bien parce on m'en parle encore. C'est celui qu'on a fait dans l'hôtellerie avec Oui, la mise en valeur de volume d'architecture, donc c'est quand même pas voilà. mal aussi. C'est deux domaines totalement différents. Mais encore une fois, le webinaire sur l'hôtellerie, vous remarquerez qu'avec un boîtier, un trépied, une Sharp Color Shaker, on peut faire face à des contrats et on peut déjà bosser. Pas besoin d'arriver avec, encore une fois, des lumières qui coûtent une fortune. Des fois, la lumière naturelle, c'est pour ça que c'est très important. La lumière naturelle, elle est gratuite. Elle a ses défauts, mais elle est gratuite et profitez-en. Profitez de cette gratuité parce que en plus, on obtient des résultats sublimes. Moi, j'ai travaillé en studio pendant 17 ans. Je sais ce que c'est que la lumière artificielle. Pourtant, j'adore la lumière naturelle. Mais c'est bien d'être tout terrain, c'est-à-dire que si tu peux utiliser la lumière naturelle, super. Si tu veux faire un shoot et que il fait super gris, il fait moche et que tu viens rajouter des lumières artificielles,
en positionnant la charte, tu sais que tu vas pouvoir neutraliser la dominante. Et ce que t'expliquais, un ami te demande de faire des photos parce que lui il est boulanger, tu viens dans sa boulangerie, tu vas pas te mettre sur le trottoir dehors pour poser une table avec des trépieds pour sortir les gâteaux, quoi. Donc tu vas le faire dans les conditions où c'est une amie qui fait des petits bijoux, ce sera dans son atelier et donc tu vas être tributaire de ces conditions de lumière. Et c'est là où c'est très intéressant. La charte, elle va vous permettre de neutraliser ces conditions d'éclairage qui peuvent être un petit peu différentes, quitte à ce que les mêmes bijoux, par exemple, vous alliez prendre des photos en extérieur et là, les couleurs seront plus proches du naturel. Je vais pouvoir faire du coup toute une série pour lui faire par exemple un petit catalogue avec des photos qui sont en extérieur, des photos qui sont dans son atelier, peut-être avec une lumière qui est trop jaune. Et puis j'ai été en faire d'autres dans un autre lieu, peut-être en montagne, avec de la neige, avec tout ce qui est la réflexion bleutée qu'on va avoir en haute montagne. Et donc la charte, elle permet de corriger ça pour que, par exemple, l'objet, il va avoir les mêmes couleurs alors que j'ai trois sessions avec des éclairages différents. Et c'est vous qui choisirez après, hein, créativement. Voilà. Merci beaucoup. Il est 19h25. On rend l'antenne et on vous souhaite une très bonne soirée. On a un prochain webinaire, pas avec Antonio, mais avec Niels Snape, lundi prochain pour ceux que ça intéresse, autour de vraiment l'écran au cœur de l'édition. Mais on retrouvera Antonio certainement pour un autre webinaire prochainement. Et je vous invite à suivre l'actualité de Calibrite sur notre page Facebook. On envoie, j'espère, pas trop de messages, mais de temps en temps, on vous envoie une petite newsletter en vous invitant à des événements. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Antonio, super présentation, comme les fois précédentes. Et on vous enverra aussi un lien vers le site d'Antonio si vous voulez en savoir plus, évidemment. Au revoir. Allez, merci, ciao, amusez-vous bien. Au revoir à tous.